Salut à tous! Alors maintenant que l'été est enfin là, il est quand même temps de faire le bilan du Shiny Spring Challenge auquel j'ai participé cette année encore. C'est Flowfly qui l'a édité pour la seconde fois, donc je vous glisserai sa vidéo dans le petit i. Il y a énormément de catégories, il y en a 16 jeux il me semble au total. Beaucoup de livres, tellement qu'il y en a certains dont je me rappelais plus entre guillemets, enfin je sais plus dans quelle catégorie je les avais mises parce que c'est pour la première fois je n'ai pas écrit dans un petit carnet quel livre j'avais mis dans quelle catégorie. C'est la dernière fois que je vais faire ça parce que là il y avait des choses un peu floues, comme j'ai l'habitude un peu de filouter, c'était un peu tiré par les cheveux pour certains. Mais bref, j'ai tout retrouvé. Il y a deux livres dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo aussi puisque j'ai pu les combiner avec le commencé cette année le printemps au féminin qu'a organisé Antacesia et dont je vous parlerai une fois qu'il sera fini, donc sur cette fin de mois. Donc on va y aller tout de suite. On a plusieurs catégories pour ce Shiny Spring, je lis tout ça là-dessus. D'abord nous avons dans la catégorie printemps changeant la première occurrence ménage de printemps avec une relique de la palle. Alors, j'ai beaucoup de reliques dans ma palle, encore une fois j'avais tout édité, vous pourrez retrouver ça là-haut. Et parmi ces reliques, j'avais choisi de déterrer Paul Auster avec la trilogie new-yorkaise, ce qui tombait bien entre guillemets puisque Paul Auster nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Donc là on est sur une trilogie, vous voyez qu'il y a toujours mon marque-page puisque j'ai lu donc le premier roman qui est La Cité de Verre et qui était assez intéressant. On est sur un policier un petit peu absurde. Et vous allez voir qu'avec tous ces livres-là, j'aurais pu remplir plusieurs catégories à chaque fois, mais j'ai voulu quand même vous lire un livre par occurrence, mais il aurait pu fitter dans d'autres choses. Donc on est vraiment sur, et je ne sais pas si c'est tout le travail de Paul Auster, donc je vais voir si ça continue dans cette trilogie-là. Un personnage qui est confondu avec un autre et qui va se retrouver dans la peau d'un détective privé un petit peu, qui va devoir comprendre pourquoi un personnage fait appel à lui, à ses services, de quoi est-ce qu'il a peur, de qui il a peur, et on va du coup suivre ce nouveau détective dans ce détective improvisé dans cette enquête qui n'a absolument aucun sens. C'est un peu kafkaïen. Ça m'a rappelé ce que j'ai pu lire aussi sur d'autres auteurs américains de ces périodes-là, qui ont écrit beaucoup dans les années 70 à 90. C'était très agréable. Il faut pas chercher à comprendre vraiment ce qui se passe, il faut vraiment se laisser porter par le récit, mais si vous avez l'habitude d'un Kafka par exemple, ça peut tout à fait vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé et j'attends la fin de tous mes challenges pour poursuivre ma lecture et ma découverte de Paul Auster, mais si tout se rapporte un peu à ces thèmes-là. On a beaucoup aussi cette question du moi, de comment est-ce qu'on se perçoit soi-même, comment on est perçu par les autres, à quoi tient notre vie finalement, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être. Est-ce que nos possessions nous appartiennent réellement? Enfin, vraiment, ça a brassé beaucoup de choses et des fois sur très peu de paragraphes, on arrive à comprendre où voulait nous amener l'auteur. J'ai beaucoup aimé et donc je lirai la suite avec grand intérêt. La deuxième sous-catégorie, on était avec Sous les pavés, la plage, donc il fallait lire un livre engagé, un essai ou un roman, et j'ai choisi de lire Ils ont dit non à l'abandon des Harkis, Désobéir pour sauver, de Fatima Besnassi Lankou et de Ouria Delourme Bentayeb. Ça fait plus ou moins écho à mon histoire familiale et j'ai beaucoup lu sur l'Algérie récemment, et donc je continuais ma redécouverte de l'histoire algérienne avec notamment cet ouvrage-là qui est bien fait. C'est un livre de témoignages en fait. Beaucoup de personnes qui ont œuvré justement pour extrader des harkis, pour les emmener en France, ont été interviewées. D'autres sont décédés lors de la rédaction de cet ouvrage-là ou avant, donc on va avoir un travail un peu journalistique de recueil de paroles, voilà, un peu de
de mini-biographie, en fait, d'agiographie de ces personnes-là, de ce qu'elles ont pu faire pour les harkis, de leur rôle durant la guerre d'Algérie et un petit peu avant, un petit peu après. C'était hyper intéressant et je vous recommande de le lire si c'est des thèmes qui vous intéressent, même plus globalement si tout ce qui peut toucher à l'acte de résistance vous intéresse, ce genre de choses, c'est tout à fait à propos. Donc voilà, je peux le recommander. Très facile à lire, très facile de compréhension. Et on n'est pas sur quelque chose de manichéen, tout blanc, tout noir, les gentils, les méchants, c'est plus complexe que ça. Et c'était appréciable de pouvoir le lire. Nous avons ensuite quitté le nid avec un roman d'apprentissage. Alors j'avais choisi autre chose à l'origine, mais j'ai pas eu le temps de le finir dans le cadre de ce challenge, mais je l'ai terminé pour celui d'Antastasia. Donc j'ai changé pour un tout petit ouvrage, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, que je n'avais pas lu, je ne connaissais que la version de Disney. Et même si c'est proche, on n'est pas exactement sur la même chose. Donc j'ai beaucoup aimé suivre les traces d'Alice, qui est une petite fille, pas forcément des plus plaisantes, pas forcément des plus intelligentes, des plus malines, mais comme tous les enfants, et il va lui arriver des bricoles. Vous connaissez sûrement un petit peu son histoire. Donc c'était vraiment très charmant à lire. On est sur un monde qui n'est pas tout rose non plus à l'intérieur, mais enfin, ça prête vraiment à sourire, ça prête à rire. Enfin, c'était vraiment très agréable à lire. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer dans le détail l'histoire d'Alice au pays des merveilles, puisque tout le monde le connaît. Mais en tout cas, si vous n'avez pas découvert l'original, lisez-le, c'est vraiment truculent. Nous avions ensuite l'occurrence Fais ce qu'il te plaît, avec un livre sur les sexualités. Donc là, j'ai un peu tiré dans tous les sens parce que même si dans ce que j'ai là, j'ai eu des histoires LGBT, j'ai pas pris ça dans ce sens-là, parce que je les ai mis dans d'autres catégories. Je suis restée sur quelque chose d'un peu plus classique, quoique j'ai pris une pièce de théâtre. Alors, ça va être compliqué à prononcer, de Björnson. Non, on va dire de Björnson. Je vais juste dire son nom de famille, Björnson, avec Le Gant, qui est un prix Nobel de... C'est un auteur norvégien, je crois. C'est un auteur norvégien, donc qui a été prix Nobel. Et dans cet ouvrage-là, qui est un peu épais, on a deux versions de sa pièce de théâtre, Le Gant. Là-dedans, on va découvrir une jeune fille qui projette de se marier et elle va découvrir que son promis n'a pas connu d'autres femmes avant elle, et donc on va avoir deux versions de cette pièce sur comment est-ce qu'elle va réagir par rapport à ça. Faut le replacer dans son contexte aussi, hein. On est sur fin 19e siècle, donc c'est encore des choses qui sont quand même très importantes, cette espèce de pureté exigée de toutes parts, donc voilà. Les deux pièces sont très intéressantes en elles-mêmes. On n'est pas sur du copier-coller avec juste une fin qui change. Il y a vraiment des choses qui évoluent entre les deux. Les personnages sont truculents, sont vraiment très bien brossés. On a un père qui est un petit peu fantasque, qui est, comme on pourrait le dire à l'époque, un peu efféminé. Il est très... sur les dernières modes, il va être très sur les cancans, sur les ragots, et puis on a une mère qui est beaucoup plus terre à terre, la famille du promis qui elle aussi est un peu particulière, enfin c'était vraiment très très plaisant. C'est un peu comme du fait d'eau, si on pourrait mettre sur quelque chose qu'on connaît peut-être un peu plus chez nous. Très agréable à lire, très intéressant aussi, ça brosse un portrait de la société du 19e, comme on peut retrouver chez Zola par exemple. Alors il faut aussi savoir qu'on est quand même sur une famille bourgeoise, donc qui a ses codes propres, ses problématiques propres, etc. Mais c'est vraiment très très plaisant à lire, donc pareil, ça je peux vous recommander, et je pense que je lirai d'autres ouvrages de l'auteur parce que sa plume est très plaisante à lire, très facile, très agréable, et il me tarde de voir ce qu'il peut... Je ne sais pas s'il n'a écrit que du théâtre, si ce n'est qu'un dramaturge, mais je vais me renseigner un peu plus là-dessus. Moi j'aime bien lire du théâtre de temps en temps, donc ça ne me dérange pas si je peux en découvrir d'autres. Voilà. Alors là c'était pour la première catégorie, maintenant nous allons passer à Printemps autour du monde, et c'est là que j'avais un peu de mal à retrouver tout ce que j'avais mis dans quel ordre, mais c'est bon. Nous avions tout d'abord Holi, la fête des couleurs en Inde. Donc là il fallait soit lire un roman avec une couleur prédominante, soit lire un auteur indien.
Donc j'ai choisi Zola avec l'argent pour continuer mon cycle des Rougon-Macquart. Donc là on est vraiment sur une couleur un peu cacadois, un peu billet de dollars. On a aussi le petit Zola en vert dans cette collection-là. Toutes les tranches ont un Zola d'une couleur en particulier. Donc l'argent continue notre découverte du Paris du 19e siècle avec vraiment cette dominante de la bourse, le capitalisme qui explose, toute cette machine des cours, des montées, des descentes, toutes ces spéculations qui sont faites, les manigances qui sont créées, les montages financiers. Voilà, vraiment beaucoup de choses, c'est très foisonnant, c'est pas forcément, je pense, le Zola qui va être le plus intéressant pour ceux qui veulent suivre une aventure et des personnages, comment dire, denses de A à Z. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le relire. Alors, on retrouve des personnages qu'on a connus dans La Curée. Donc c'est toujours plaisant de retrouver des personnages qu'on a vus dans d'autres romans. Mais là, ça fait en plus très longtemps qu'on ne les a pas retrouvés. Ils sont très fidèles à comment ils ont été dépeints dans La Curée, ce qui n'est pas forcément le cas entre Paubouille et Au Bonheur des Dames, par exemple, sur Octave Mouret, mais là, ce n'est pas le cas. Donc on a toujours cette cohérence. J'ai beaucoup aimé les personnages féminins, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas... Encore une fois, tout beau, tout rose, tout lisse. Sont des personnages qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes. On n'a pas que cette sainteté de la femme, on a encore d'autres choses. Et pareil, c'était très plaisant de découvrir cet aspect-là de comment est-ce qu'on en est arrivé à cette débauche d'argent dans tous les sens, à quoi ça tient, le peu de sens que ça a, et on retrouve aussi des prémices, comment dire, on voit un peu les découvertes du marxisme à l'intérieur, parce que certains personnages vont pouvoir le citer, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce Zola un peu plus social, qui met un peu plus en avant ses convictions politiques, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, nous passons à une autre fête qui est Nowruz, le nouvel an iranien. Donc là, il fallait lire un roman sorti en 2023-2024 ou un auteur iranien. Alors j'ai lu beaucoup d'auteurs iraniens, mais pas pour cette année, pas encore. Et là, c'est vrai que j'avais complètement zappé cette catégorie parce que je me rappelais pas du tout. Mais j'ai lu un ouvrage pour le challenge Antastésia, et donc je vous en parlerai à ce moment-là, de Lorraine Bastide, qui est Courir l'escargot, qui aurait aussi pu être dans la catégorie précédente finalement, et qui est sorti en janvier de cette année. Donc voilà, il n'y a pas plus récent, et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour que je vous en parle. Nous avions ensuite l'équinoxe à Teotihuacan, qui nous propose de lire un roman blanc, donc avec une couverture sans images ou de la littérature blanche, quoi, ou un auteur mexicain. Donc là, je n'ai pas la couverture blanche, mais je sais que Yasunari Kawabata est édité à la NRF, donc Gallimard, les livres vraiment tout blancs avec les bords rouges. Donc on va dire que ça fonctionne. En plus, Kawabata est un lauréat du prix Nobel, donc je pense que ça rentre aussi dans cette catégorie des romans un petit peu tellement sûrs qu'on n'a pas besoin de faire un peu trop de marketing sur la couverture, bien qu'elle soit très jolie. Là, avec le grondement de la montagne, on va être vraiment sur un roman un peu tranche de vie d'une famille japonaise. Est-ce qu'on avait l'année? J'ai pas l'année, donc on doit être sur un début 20e, on va dire ça. C'était très intéressant, c'est l'un de mes coups de cœur jusqu'à présent. J'ai vraiment beaucoup aimé suivre notre personnage principal qui est un père de famille, qui est même un patriarche puisqu'il a aussi des petits-enfants, et on va un peu découvrir son quotidien avec sa famille, les liens qu'il entretient avec sa femme, avec sa belle-fille, son fils, sa fille et ses petits-enfants. Ça paraît beaucoup, le roman est dense, mais c'est vraiment très fluide, c'est vraiment tranche de vie, on se laisse porter. C'est un personnage tout en douceur, il sait que de toute façon, il est à la fin de sa vie, mais sans trop l'être non plus. Enfin, il me semble qu'il a 60-70 ans, donc on parle souvent de vieillard à l'intérieur, mais toute proportion gardée quand même. Et voilà, très agréable, très plaisant, j'ai beaucoup aimé toute cette question du temps qui passe, de se laisser porter par la vie, de la question des liens du sang, de la famille, de l'hérédité, voilà, tout ce genre de choses-là. Beaucoup aimé, coup de cœur, et je vais relire du Kawabata le plus tôt possible.
Ensuite, nous avions Songkran, la fête de l'eau en Thaïlande, pardon, donc un roman en bord de mer, de fleuve, ou un auteur thaïlandais ou d'Asie du Sud-Est. Donc là, j'ai tiré ça, mais dans tous les sens. Déjà, on n'est pas sur un roman, on est sur un comics. J'ai pris Wonder Woman Terre 1 parce que ça se passe sur une île, donc il y a forcément de la flotte autour. Voilà. Donc là, j'ai pas grand chose à vous en dire. Je parle très souvent de Wonder Woman, je continue ma découverte de cet univers. Donc là, on est sur encore une autre histoire avec un autre auteur qui propose complètement autre chose. C'est une Wonder Woman qui est beaucoup plus, comment dire, elle va être assez différente dans le sens où là, on va donc redécouvrir son histoire depuis le début. Donc on va être sur une toute nouvelle dynamique une toute nouvelle dynamique avec les Amazones. On est sur une Wonder Woman qui en a marre d'être étriquée sur sa petite île, d'être protégée par tout le monde, de ne pas pouvoir se mesurer dans les fêtes avec ses consoeurs, sa compagne, voilà, toute sa famille, parce que comme elle a des super pouvoirs, ce serait pas juste et elle n'aime pas ce sentiment d'injustice. Elle éprouve sa propre injustice, mais en même temps, effectivement, si elle se lance dans la compète, c'est pas juste. Elle doit figurer la méchante à chaque fois et elle en a marre, donc elle veut changer de ça. Et pour autant, les hommes vont arriver sur son île. Et là, ça va être le début des ennuis. Elle va vouloir découvrir leur monde, un peu comme ça se passe dans le film et dans les autres Wonder Woman, donc découvrir leur monde, mais elle se rend compte que rien n'est tout beau tout rose. Elle va rencontrer des femmes fortes aussi sur son chemin, mais des femmes fortes, pas comme les Amazones les entendent. Donc là, on voit aussi que les Amazones sont un peu étriquées sur leurs îles. Elles pensent que la femme forte est forcément musclée, sportive, elle doit être smart, etc. Donc quand elles voient des femmes fortes de notre monde réel à nous qui, elles, sont obèses, qui ont d'autres caractéristiques, elles ne les prennent pas au sérieux, alors qu'elles ont totalement aidé Wonder Woman à regagner son île, à aider les Amazones, et du coup tout est bien qui finit bien, on a une belle morale, et voilà. Donc pareil, il me restera d'autres tomes à découvrir de cette branche là, on verra plus tard. Nous passons ensuite au printemps verdoyant avec la première sous-catégorie qui est allergie au pollen. Il fallait lire un livre ou un genre en dehors de notre zone de confort. Et là, j'ai encore lu un Nobel, je suis en train vraiment de tous les caser, avec Frédéric Mistral qui est un Français et Mireille qui est vraiment, comment dire, on est sur vrai, ça c'est tout un poème. Donc peut-être un poème épique, alors qu'il ne se passe pas grand chose d'épique, je ne saurais pas trop comment le décrire. Mais on va avoir du coup l'histoire d'amour de Mireille et de Vincent, qui sont tous deux fermiers en Provence. Qui vont s'aimer contre la vie de leur famille, contre vents et marées, et on va vivre un peu leurs aventures. Il se passe des choses un peu fantastiques, ça mêle le folklore traditionnel à l'intérieur, et c'était, ma foi, très plaisant à lire. Là, on est sur une version bilingue provençal et français, donc de temps en temps, j'aimais bien regarder un peu pour voir ce que ça donnait. Il y a mon chat qui gratte à côté, pardon. Et voilà, très plaisant. Donc j'ai vraiment pas l'habitude de lire des romans poèmes comme ça, mais c'était, ma foi, plutôt pas mal. Et pourquoi pas, ça peut se rapprocher un peu de ce qu'on peut avoir sur un Homère, par exemple, en version plus moderne. On va ensuite avoir Sortir de la chrysalide avec un roman sur les transfuges de classe, la mutation, la transformation ou la migration. Et là, j'ai choisi de Stevenson, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Et là, pareil, ça fait partie de ces livres dont on entend parler à foison, dont on pense connaître l'histoire, un peu comme Alice au Pays des Merveilles, dans une moindre mesure, comme Frankenstein par exemple, mais en fait, on connaît pas tant que ça, parce que j'ai vraiment été surprise par ce livre, j'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, bon peut-être que vous n'avez pas du tout entendu parler, ça m'étonnerait, mais du coup je vais pas vous spoiler. Mais quand bien même on connaît les personnages de Jekyll et de Hyde, on est surpris de voir ces liens-là entre les deux. C'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête, mais voilà, très très plaisant à lire, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment tout ce côté un peu mystère,
C'est un policier sans en être un, c'est tout petit, ça se lit vraiment très très vite, c'est dans cette collection des librios un peu scolaires que j'aime bien parce que ça peut traîner dans mon sac, c'est plastifié, ça va pas s'abîmer, donc voilà, ça se lit très vite mais très plaisant. Après, nous avions Perséphone, Flora et Brigitte, un livre de SFFF ou qui traite de l'écologie. Donc là, je suis un peu restée sur le SFFF, mais par l'écoféministe Françoise Daubonne. J'ai choisi Je ne suis pas née pour mourir. Donc là, on va suivre en fait la même héroïne sur beaucoup de temporalités différentes. C'est la dernière Amazone qui raconte son histoire, c'est Tekla, que nous prenons depuis des temps immémoriaux, depuis la préhistoire en fait. On va voir comment son peuple interagissait avec les autres êtres humains, avec les autres sociétés, avec les hommes. Et on va la suivre vraiment à travers différents âges jusque à nos jours en fait. Elle va rencontrer des personnalités connues, d'autres non. On va voir tous les conflits qu'elle traverse, ce qu'elle en pense. Comment est-ce qu'elle réagit face au temps qui passe? Est-ce que c'était une si bonne idée que ça de vouloir être immortelle? Spoiler alerte, non pas du tout. Donc voilà, on va avoir toutes ces thématiques, toutes ces réflexions autour de ça. Encore une fois, très intéressant. Par moments, un petit peu long. Je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu un peu couper, des choses qu'on comprend. Voilà, pas besoin de s'éterniser autant de temps dessus. Françoise Daubonne, c'est la première fois que je la lis, une écriture qui peut être un peu aride parfois, peut-être un peu trop sèche, un peu, voilà, pas forcément assez romancée par moment, mais vu le personnage, je pense que ce n'est pas... Je ne sais pas si c'est entièrement voulu, mais je pense que c'est un peu... Ça reste cohérent dans le sens où Tekla, elle en a vraiment ras la quiche de tout ce qu'elle voit depuis autant de temps, d'être toujours prise au milieu de guerres, de conflits, des choses qui continuent, qui ne s'arrêtent jamais. Donc je pense que ça peut être logique d'être confrontée à ça. Mais voilà, bonne lecture. Je sais pas si je le recommanderais à tout le monde. Est-ce que c'est le meilleur pour découvrir Françoise Daubonne? Encore une fois, c'est celle que j'ai lue, pardon, donc je ne saurais dire. Mais si vous connaissez déjà un petit peu l'histoire de France, je pense que c'est un peu mieux, peut-être. Parce que des fois, il y a des choses pour lesquelles vous serez peut-être un petit peu largué ou que vous comprendrez pas vraiment dans quel contexte on se situe. Donc peut-être pour des lecteurs un peu plus aguerris sur l'histoire, je ne sais pas. Mais voilà, c'était quand même intéressant à découvrir. Ensuite, et là j'ai tellement triché, on était sur Aller au marché avec un livre sur la nourriture, un livre de recettes. Alors vraiment rien à voir, mais parce que j'ai pris son titre originel. J'ai lu de Kim Stanley Robinson, Chronique des années noires. Je ne l'ai pas terminé encore une fois parce qu'on est sur des chroniques, donc plusieurs histoires. Et son titre anglais c'est... est-ce que je l'ai là? The Years of Rice and Salt. Donc on a le riz, on a le sel, on est dans la nourriture, voilà, c'est bon. De mémoire, j'en ai lu 3 ou 4 en plus de ce que j'avais déjà commencé. J'en avais un petit peu parlé dans cette vidéo là qui présente mes cadeaux de Noël, donc je vais vous glisser pour que ce soit plus simple. Mes chroniques des années noires, on va suivre les mêmes personnages sur encore une fois plusieurs temporalités différentes et c'est une uchronie dans le sens où on va être plutôt sur qu'est-ce qui se serait passé si la peste avait décimé l'Europe et si les puissances, les forces en présence étaient la Chine d'une part et plutôt le royaume arabe de l'autre. Donc très intéressant. Il y a beaucoup de choses, c'est très très dense. On mêle beaucoup de religions qu'on ne connaît pas forcément chez nous, bien qu'on ait des idées dessus. C'est relativement bien expliqué pour pas qu'on soit largué, donc il me tarde de reprendre parce que j'aime beaucoup jusqu'à présent. Voilà. Ensuite, nous avions la catégorie printemps au musée, avec la première sous-catégorie qui est premier jour du printemps. En fait, là, Flowfly va prendre divers toiles, donc les premiers jours du printemps de Dali. Il faut lire un roman absurde, surréaliste et ou comique. Et j'ai choisi de Octave Mirbeau, Dingo. C'est le premier réel roman d'Octave Mirbeau que je lis, parce que sinon j'avais lu un essai qui est paru et
un tout petit ouvrage sur la mort de Balzac, donc là c'était vraiment mon premier gros Mirbeau. Je ne sais pas au final si j'aime réellement cet auteur, je lirai tout de même un autre ouvrage un peu plus connu pour me faire une réelle idée. C'était plaisant, c'était un peu grinçant, on rigole plus que l'on ne rit là-dessus. Des fois c'est un peu, c'est pas méchant, mais c'est un peu piquant juste pour être piquant, quoi. Le prétexte, c'est enfin, c'est le... Ouais, je crois que c'est Octave Mirbeau directement, en fait. Bon, c'est le protagoniste, en tout cas, qui reçoit de la part de l'un de ses amis un dingo, voilà, avec toutes les explications de pourquoi est-ce qu'on lui a envoyé. Et on va suivre, du coup, les pérégrinations de lui, de son chien, dans son environnement. Donc on va juste avoir une galerie de personnages, c'est vraiment ça. C'est une galerie de personnages avec des situations grotesques qui se passent. C'était sympa, mais après, est-ce que c'est indispensable? Je ne crois pas. Mais bon, voilà. Pour passer le temps, ma foi. Si vous connaissez déjà bien Mirbeau, ça peut potentiellement vous plaire. Ensuite, nous avions Le Cadre de Frida Kahlo, et là on est sur un roman de réalisme magique, et j'ai choisi, sans savoir vraiment s'il y allait en avoir à l'intérieur, donc c'est un peu un pari, La République des femmes de Gioconda Belli, qui est une autrice nicaraguayenne, voilà, c'est mieux. J'ai vraiment pris ce pari-là parce qu'en littérature d'Amérique du Sud, on a souvent du réalisme magique et bingo, il y en avait bien à l'intérieur, donc je suis contente. C'était vraiment très intéressant, mon premier roman du Nicaragua. On est en fait sur une femme qui a réussi à se faire élire dans son pays. C'est un pays fictif qui se situe toujours en Amérique du Sud, donc on voit quand même ses interactions avec les autres pays, les autres sociétés autour, avec les États-Unis notamment. Et comment est-ce que, en étant au pouvoir, elles ont réussi à féminiser la société, quel a été leur programme, pourquoi est-ce qu'elles ont voulu virer autant d'hommes d'autant de places, etc. Vraiment très intéressant. J'avais peur que ce soit un peu trop manichéen, mais pas du tout, parce que c'est un peu plus subtil que ça ne semble l'être. Alors, ça ne se veut pas être un réel programme, c'est quelque chose qui ne pourrait pas du tout s'appliquer et qui n'est pas forcément souhaitable. D'ailleurs, il y a des personnages qui remettent en cause les choses à l'intérieur. Mais très très bien. Et je vous spoil pas parce que c'est vraiment le tout début du roman. On prend l'histoire au moment où du coup cette présidente se fait tirer dessus à bout portant dans la foule par un homme. Donc on ne sait pas qui c'est, on essaie de le retrouver. Et il y a un peu plusieurs histoires qui vont se dérouler en parallèle. Donc on va avoir l'enquête qui va essayer de trouver qui est cet homme, sans non plus être trop approfondie parce que c'est pas ça le but du roman. Donc on va avoir cette enquête-là, on va avoir la société, comment elle s'est développée autour de cette idée. On va aussi avoir, et donc c'est là qu'intervient le réalisme magique, la présidente qui, on ne sait pas, enfin on comprend qu'elle est dans le coma, mais on ne sait pas si elle va s'en sortir ou non. Et donc dans sa phase de coma, elle va être comme dans une pièce avec beaucoup de choses qui l'entourent, des objets qui se rapportent à des éléments, à des moments de sa vie, et on va du coup découvrir les instants un peu clés de sa vie à travers ces objets-là. Et on va aussi avoir par rapport à ça, des flashbacks donc sur des situations qui se sont passées, sur d'autres personnages dont il est question à l'intérieur du roman, et ce que les femmes du coup vivent. Et c'est là que je mets un trigger warning parce qu'il n'est pas précisé là-dessus. Il y a c'est pas des scènes qui sont décrites, mais il est fait mention de viol et de viol violent en réunion, etc. Donc si ce sont des sujets qui vous touchent, si c'est dur pour vous, il y a des passages là-dessus, mais ils sont facilement repérables et vous pouvez passer ces passages sans pour autant que ça n'ampute votre compréhension du livre. Donc je préfère quand même le dire parce que voilà, on n'est pas à l'abri. Moi j'ai vécu ce genre de choses, ça a été pour moi, même si parfois c'était un peu compliqué, donc je préfère que ce soit clair pour vous. En tout cas, très belle découverte. Je pense que je lirai davantage de Gioconda Belli parce que j'ai beaucoup aimé sa plume et voilà, beaucoup plus intéressant que ce que je pensais à l'origine. J'avais un petit peu peur, mais il ne fallait pas, c'était vraiment très très bien. Ensuite, nous avions le tableau Jardin de campagne de Klimt, et là il fallait prendre un recueil de poésie. Donc vous voyez que j'aurais pu très bien choisir Mireio, bien qu'on soit sur un grand poème. Voilà, j'ai choisi le poème de l'âme.
de Louis Jeanmot. J'en avais déjà un petit peu parlé, j'avais assisté à son exposition au Palais d'Orsay. Et dans ce travail-là, Louis Jeanmot va nous dépeindre du coup comment dire, un peu les peurs qu'on peut de son temps en fait. On va être sur beaucoup de questions liées à la pardon, mon chat était sur le balcon, liées à la morale, à comment dire, à l'éducation dans notre enfance, voilà, ce genre de choses. On va suivre en fait deux protagonistes, deux enfants qui vont grandir et à la fin de la première période de son art, qui du coup sont des huiles sur toile, l'un des personnages va mourir et sur la deuxième partie de son travail, où il va plutôt utiliser le dessin avec... voilà, enfin, ça va être comme ceci, vraiment du dessin sur des tons sépia, beaucoup de travail d'ombre, etc. On va avoir ce protagoniste qui est complètement livré à lui-même, qui va un peu tomber dans tous les travers de la société et on va voir comment est-ce qu'il va s'en sortir ou non à travers du coup tous ces poèmes. C'était intéressant, c'est pas forcément les choses les mieux écrites que j'ai lues, mais ça se lisait très bien, c'est pas mal référencé, mais si on n'a pas toutes les références, on comprend tout de même, notamment les références religieuses, on n'est pas obligé de tout capter, d'autant que de toute façon, on a à chaque fois les tableaux à côté pour comprendre vraiment ce que veut nous dire l'auteur. Donc voilà. Encore une fois, c'est un peu niche, donc je sais pas si je peux vous recommander, à qui le recommander, mais si vous aimez l'art, si vous êtes vraiment dans un cycle 19e siècle, vous pouvez toujours le lire, ça amènera un petit peu plus de culture, voilà, pour pouvoir travailler sur ce 19e siècle. Et enfin, on était sur Untitled 582 de Sherman, un roman malaisant ou bizarre. Et là, j'ai choisi de Sarah Walker, Les voleurs d'innocence. Je l'ai choisi parce que apparemment, elle s'inscrit un peu dans cette tradition des weird women writing weird books. Et là, j'étais un petit peu déçue. C'est le premier que j'ai lu durant ce challenge. Et j'ai pris vraiment beaucoup de temps à lire. Alors, il paraît conséquent, mais en soi, c'est vraiment écrit très gros. Hein. On est sur un gros format, mais c'est écrit très gros. Donc, un peu déçue parce que je trouve qu'on met vraiment beaucoup de temps à installer l'atmosphère, à dépeindre les personnages. Et après, on va rusher complètement ce qui va se passer pour d'autres. Donc, un peu dommage. L'histoire, en fait, on est sur une famille des États-Unis qui vient d'une famille de fabricants d'armes, en fait. J'allais dire marchands d'armes, mais non, même carrément fabricants d'armes. Et une malédiction s'est abattue sur les femmes de cette famille. Ce qui est un peu bizarre déjà en soi, parce que la malédiction touche les de mère en fille, en fait, mais la première femme qui a été touchée n'a été en rien liée aux marchands d'armes. Donc déjà, d'avoir mis les deux ensemble, oui, mais ça n'explique pas tout, puisque de toute façon, elles étaient déjà maudites d'avant, apparemment. Donc voilà. Et en tout cas, donc les filles qui sont dans ce roman-là vont toutes décéder les unes après les autres, après s'être mariées, ou du moins fiancées, dans des circonstances un peu particulières, qui ne sont jamais vraiment expliquées. Il y a tout un truc ésotérique autour, mais encore une fois, c'est jamais creusé non plus, donc ça fait un peu l'effet d'une mauvaise série Netflix en fait. Une série dont on regarde la première saison et tout, et après on s'en lasse hyper vite en milieu de deuxième saison, et on abandonne parce qu'on n'a jamais les réponses à nos questions. Ça m'a vraiment donné cet effet-là. Donc un peu dommage, c'était intéressant tout de même En fait c'est ça, c'est beaucoup de potentiel gâché. On suit donc la dernière vivante de cette famille, donc la dernière des filles qui a réchappé à tout ça parce que il se trouve qu'elle s'est découverte lesbienne dans son adolescence. Et ce qui est un peu dommage, c'est que l'une de ses sœurs était elle aussi lesbienne, c'est pas un spoil du tout parce qu'on le comprend très rapidement dans les livres, sauf qu'elle, elle est décédée et vous allez découvrir pourquoi, et je trouve que c'est un peu couillon quoi. C'était vraiment, il fallait qu'elles meurent toutes, on voulait quand même une belle représentation, donc
On n'a pas juste mis une lesbienne, on en a mis deux. Mais du coup, ben, c'est une mort un peu inutile qu'il y a eu pour cette sœur-là, quoi. Donc voilà, ce genre de choses, c'était un peu dommage. C'est beaucoup en fait de dommages. Une fois qu'on lit, que la chose se passe, on est là. Hmm, bon, ça restait quand même plaisant à lire. Maintenant, attendez qu'il sorte en poche parce que je pense pas que ça vaille 26,40 € pour ça. Je sais pas si je lirai encore du Sarah Walker parce que bien que ça ce soit plaisant à lire, encore une fois, que l'environnement soit bien dépeint, il n'y a rien à dire. La ville, on se la représente tout à fait. Les personnages, on se les représente tout à fait. Ils sont quand même plus ou moins crédibles à l'intérieur. Mais voilà, ça m'a fait penser un peu. Alors, rien. L'histoire, rien à voir, hein, mais ça m'a fait penser un peu à du Riverdale, vous voyez. On a une belle ambiance qui est installée, on a une belle esthétique, on a des personnages plus ou moins intéressants, voilà, plus ou moins aboutis. Mais après, ben, on se fait chier, quoi. On est là, bah d'accord, en fait, il se passe tout ça, il se passe tout ça, mais pourquoi? Enfin, s'il y a une malédiction, ok, mais est-ce qu'on peut savoir qui l'a lancée? Pourquoi est-ce qu'elle a été lancée? Pourquoi est-ce que les filles sont mortes dans ces circonstances-là alors qu'en fait la malédiction n'a pas frappé leurs aïeuls de la même façon? Enfin, il y a beaucoup de choses un peu étranges. On voit des fantômes à des moments, certaines peuvent les voir, d'autres pas. Enfin, il y a beaucoup de choses, des personnages qui aussi n'ont pas forcément la même personnalité d'un bout à l'autre. Elles vont complètement revirer. Enfin, c'est un peu bizarre. Non pas qu'elles soient lunatiques, mais c'est vraiment, elles ont deux personnalités bien distinctes au point où on se demande si on suit encore la même personne alors que la temporalité reste la même. Il n'y a pas de time-lapse de genre 3 ans qui fait qu'on aurait complètement changé. Elles changent juste du jour au lendemain parce qu'elles ont rencontré un garçon. Et pour autant, c'est pas dit que ce soit ces hommes qui ont fait des choses mauvaises envers elles, en fait. Très étrange. Donc, les voleurs d'innocence, le titre en plus est un peu bizarre parce que ben, enfin, il n'est pas dit non plus que ces hommes-là aient été violents avec ces filles. Enfin, ce ne sont pas les méchants de l'histoire non plus, en fait. C'est ça qui est un peu étrange. Donc, bon, un peu dommage, un peu bof. Donc, je sais que c'est quand même un livre qui a été pas mal encensé sur Booktube. Je sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Moi, c'est un peu, voilà, un gros potentiel gâché et je m'arrêterai là. Parce que je pense que je parle depuis quand même assez longtemps maintenant, presque 40 minutes, ma foi. Très très long. Donc heureusement que j'ai pas voulu parler de deux livres. On se reverra donc pour la partie d'Antastasia sur le printemps au féminin. Si vous avez participé au Shiny Spring Challenge, n'hésitez pas à nous partager aussi vos ouvrages, comment est-ce que vous avez construit vos piles à lire, parce que vous voyez, on peut toujours quand même tricher parce que les thèmes sont relativement libres au final. Moi, je vous retrouve donc pour le printemps au féminin et ce sera beaucoup plus court, ne vous inquiétez pas. Ciao.